soleil, j'oublie tout sauf de me protéger. Les cancers de la peau sont les plus fréquents chez l'homme. Avant d'être obligé de passer chez le dermato, le mieux c'est d'être très prudent, surtout enfant. Alors que le taux d'incidence Covid-19 est en baisse dans l'agglo, la ville de Grenoble veut sensibiliser les quartiers et installe un bus pour test PCR et des informations de santé sur 3 territoires. Et puis des murs pour faire passer les gros murmures de l'A480. Le chantier de réaménagement du contournement de Grenoble laisse désormais apparaître des murs végétalisés, les Natura Wall. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 31 mai 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Avec le retour des beaux jours, la tentation est grande d'exposer sa peau au soleil, mais prudence, les cancers cutanés sont les cancers les plus fréquents chez l'homme. Chaque année, ils provoquent environ 1800 décès en France. Les coups de soleil pendant l'enfance sont particulièrement à surveiller. C'est pourquoi il faut vraiment insister sur la prévention, même si aujourd'hui, la majorité des mélanomes se traitent très bien par la chirurgie. Regardez le reportage de Laurie Baillet. Attention, je préviens les personnes sensibles qu'il y a des images dans ce sujet qui peuvent choquer. Le cancer de la peau est une prolifération excessive et non contrôlée des cellules épidermiques. Deux catégories principales, le mélanome qui provient du système pigmentaire et le carcinome, le plus fréquent et le moins grave chez l'adulte, qui naît de l'épiderme et qui représente 90% des cancers cutanés. L'excision chirurgicale est le principal traitement. Généralement, les cancers cutanés, quand ils sont invasifs, des petites tailles, on peut faire la chirurgie en ambulatoire sous anesthésie locale. Chez le monsieur, on a vu un carcinome épidermoïde du dos de la main. À chaque chirurgie, il faut prendre ce qu'on appelle les marges de sécurité qui sont définies en fonction de la nature de la tumeur, de la taille et de la localisation. Et donc, dans son cas à lui, on avait pris 6 mm des marges autour de la tumeur. D'autres alternatives thérapeutiques existent pour les carcinomes aux formes multiples et superficielles, comme la cryothérapie à base d'azote liquide, la chimiothérapie locale sous forme de crème et la photothérapie dynamique. Mais rien ne vaut un diagnostic précoce. Dans ma famille, il y a pas mal de cancers de la peau. Je suis l'un des derniers à avoir résisté à ça, mais ça fait quand même déjà 4 ou 5 ans où j'ai quelques petits problèmes. Et c'est surtout dû au soleil, hein, j'ai exagéré. Le problème, c'est que, étant souvent dans l'eau, je ne mettais pas de crème solaire. Pour les patients à risque atteints de mélanome, le dermatologue peut leur proposer un suivi régulier en vidéodermoscopie. Généralement, on procède à un examen avec un enregistrement de toutes les tâches où on sent qu'ils sont un petit peu atypiques mais qui ne nécessitent pas d'être enlevées sur l'examen, exemple initial. Et après, ça nous permet de voir l'évolution. Et en cas de modification qu'on juge significative, là, on va être amené à l'enlever et adresser pour l'analyse au microscope. Donc, du coup, le but, c'est vraiment les dépistages précoces. Et pour diminuer le risque de développer des cancers cutanés, il faut penser à bien se protéger du soleil, à éviter les rayons ultraviolets tout en privilégiant la protection vestimentaire et l'application de crèmes solaires protectrices. Et pour plus d'infos sur le cancer de la peau, je vous signale que nous avions consacré un récent numéro de check-up à cette question, à voir en replay sur télégrenoble.net. Après les pharmacies, les labos d'analyse ou les établissements scolaires, le dépistage de la Covid-19 peut aussi se faire dans un bus. Des tests PCR gratuits dans 3 quartiers de Grenoble jusqu'au 13 juillet. Les résultats des tests seront donnés dès le lendemain sur Internet et dans les maisons des habitants, avec aussi des infos sur la Covid-19, la vaccination, les droits et la santé. Le bus Eurofin s'arrête les mardis à Tesser-Abbaye, les mercredis à Mistral et les lundis au village olympique où s'est rendue Charlotte Faulkner. D'abord, cette initiative, elle permet d'aller au contact des habitants et d'aller au contact aussi dans les quartiers où il y a plus de précarité sociale et parfois des problèmes d'accès aux soins. Donc à la fois, ça permet de continuer à sensibiliser sur le Covid, qui n'a pas disparu même si le niveau est plus bas, d'aider pour les prises de rendez-vous à la vaccination, notamment pour tous ceux qui n'ont pas forcément une facilité avec Internet et le numérique. Et puis de parler des problématiques autres. Il n'y a pas que le Covid, nous avons d'autres maladies et la prise en charge de ces maladies a plutôt reculé pendant la crise.
Donc c'est important de parler de l'ensemble des problématiques de santé. Effectivement, les gens qui arrivent ici, ils ont plein de questionnements autour du dépistage, autour du Covid et de la vaccination. Est-ce que j'ai besoin de me faire tester si jamais j'ai déjà reçu les 2 doses de vaccin ? Il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés à l'heure actuelle et qui se demandent s'il faut vraiment faire le dépistage. Oui, il faut le faire parce qu'on peut avoir des symptômes. Il y a des variants qui circulent et il faut le faire si on n'est qu'à contact ou si on veut voyager. Pont-de-Claix met également en place un dispositif similaire, gratuit à tous et ouvert avec sa carte vitale. Ce bus de dépistage sera installé place Michel Couetou les 3 et 4 juin de 7h30 à 14h. La zone piétonnière de Grenoble s'agrandit. Depuis ce lundi, il est désormais interdit, en théorie, aux véhicules de circuler et stationner place Sainte-Claire, rue Président Carnot, rue H, place Notre-Dame, rue Gachet, de la Paix, Bayard et Taulier. Plus de 2600 véhicules traversent ce secteur chaque jour. C'est le premier jour, donc il semblerait que tout le monde ne soit pas encore bien au courant. Les vélos et trottinettes électriques devront, elles, limiter leur vitesse à 6 km/h et les livraisons et passages de riverains restent possibles, comme dans n'importe quelle zone piétonne. Les contrôles de police commenceront demain mardi avant verbalisation dans les prochaines semaines. Les automobilistes qui pourront en 2022 bénéficier d'une A480 réaménagée en 2 fois 3 voies. Mais les travaux ne portent pas que sur les voies de circulation. Pour limiter l'impact et les conséquences en termes de pollution visuelle et auditive pour les riverains, l'AREA a fait appel à une entreprise iséroise, NaturaWall, qui a construit un mur végétal. Laurine Guignard. Pour faire face à un trafic routier croissant dans la métropole et améliorer les conditions de sécurité des automobilistes, des travaux d'envergure sont en cours sur l'A480 depuis 2019. Et près du pont de Catane, il n'y aura bientôt plus que du verre sur la bretelle d'entrée d'autoroute en direction de Lyon. L'entreprise NaturaWall a construit un mur anti-bruit de 3,50 m de hauteur pour que les riverains retrouvent un peu de tranquillité. Donc l'autoroute, ça peut générer jusqu'à 80, 90, 100 décibels s'il y a les poids lourds, etc. Et donc il faut absolument protéger l'école, les habitations de ce bruit. Alors, la particularité de ce mur, c'est qu'il est végétalisable. Donc en question esthétique, c'est très beau, mais il est également très efficace en termes d'anti-bruit, parce qu'il n'y a aucun bruit qui traverse le mur, et il est durable. C'est-à-dire que dans 10, 20 ans, 50 ans, ça ne bougera pas du tout. Il n'y a que la végétalisation qui bouge, mais le mur en lui-même ne bouge pas. Ce mur est multifonctionnel. En plus de réduire le bruit, il va permettre à la faune et la flore de s'y installer de façon définitive. Et pour ne pas perdre de temps, NaturaWall a fait appel à la société Terrial, experte en fertilisation naturelle des sols, qui a utilisé des composts de végétaux. Le rôle, c'est d'enrichir une terre dès l'implantation, pour vraiment que le projet soit durable, redonner la vie au sol, donc pour tout ce qui est micro-organismes, et ensuite aider à vraiment un bon enracinement de tout ce qui est aussi bien gazon que arbustes et arbres, pour que le développement soit long par rapport à une fertilisation chimique qui est relativement courte. Ce mur végétalisé doit améliorer le cadre de vie des habitants du quartier, mais pour certains, le mur n'aurait finalement que peu d'utilité et serait surtout esthétique. Globalement satisfait du projet de mur, mais on ne sera jamais satisfait de se retrouver avec 2 fois 3 voies, c'est-à-dire 6 voies. Là, on en avait 4. Ce mur, ça a été une vraie opportunité par rapport au projet pour effectivement améliorer le sort des riverains. Disons que ça rend le parc moins bruyant, plus calme. C'est surtout au niveau du parc. Les travaux de l'A480, auxquels s'ajouteront le réaménagement du rondeau, devraient prendre fin d'ici 2023. Ces transformations pourraient permettre à plus de 100 000 automobilistes de rouler plus sereinement chaque jour et surtout d'avoir une circulation plus fluide aux heures de pointe. Barreau a un nouveau maire, c'est Christophe Hongrand qui a été élu dimanche avec 52,5% des suffrages contre 47,5% pour Emmanuel Blondel. Les votants ont été un peu plus nombreux qu'au premier tour. Après des démissions en série au sein de l'équipe d'Ingrid Beateini, élue il y a moins d'1 an, les Barolines et les Barolins avaient dû retourner aux urnes. Geoffroy Bouchard peut voir la vie en bleu à Milan. Le Voironnais l'a fait. Il a gardé sa tunique bleue de meilleur grimpeur du Tour d'Italie jusqu'au bout de la course qu'il a terminé à la 58e place. Le cycliste pro depuis 3 ans chez les AG2R Citroën savoure et ne veut pas qu'on le compare à Laurent Fignon, dernier vainqueur en date du maillot azzurro. On peut juste rappeler que seul avant lui, les meilleurs grimpeurs français du Giro étaient Louison Bobet, ça ne nous rajeunit pas, Raphaël Gemiani et donc Laurent Fignon.
L'histoire paraît inconcevable, hors du temps. Pourtant, entre 1963 et 1984, sous l'autorité du député Michel Debré, au moins 2000 enfants réunionnais ont été enlevés à leur famille et transférés en métropole dans le but de repeupler les départements métropolitains, donc victimes de l'exode rural. L'association iséroise Alter Ego programme cette semaine en Isère un film sur cette déportation, Les enfants en exil, de William Cali, suivi d'une rencontre débat. Ce sera mardi à 18h30 au Centre culturel Montrigaud à Cessin et jeudi à Villard-de-Lans. Pour en parler, je reçois deux de ces enfants. Ils ont bien grandi, Valérie Andasson et Jean-Charles Serdaigne. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Valérie Andasson, à quel âge êtes-vous partie ? J'ai été exilée à l'âge de 3 ans dans la Creuse avec toute ma fratrie. Et arrivée dans Guéret, nous avons été tous séparés. On va vous voir sur cette photo. Vous étiez vraiment toute pitchounette. Vos frères et sœurs avaient quel âge ? Moi, donc là, j'avais 3 ans et la plus jeune avait 2 ans et la plus âgée avait 13 ans. Et vous, Jean-Charles Serdaigne ? Moi, je suis arrivé le 10 octobre 1966 pour une vie meilleure. C'est ce qu'on vous promettait à l'époque, en tout cas. Vous étiez adolescent, tout jeune ado ? J'avais 13 ans. Alors, avant de continuer, je vous propose de regarder un petit extrait du documentaire de William Cali, si vous le voulez bien. Moi, je pense qu'on a instrumentalisé les enfants. On leur a enlevé leur caractère d'humanité et on les a transférés comme des objets. On a disposé d'eux. On a disposé d'êtres humains qui ne pouvaient pas se défendre pour les déplacer, pour les déraciner, pour les besoins d'une politique migratoire où il fallait absolument faire du chiffre et où la dimension démographique était essentielle. Valérie, les parents n'avaient pas vraiment donné leur accord, ou en tout cas leur accord avait été falsifié en quelque sorte. Il est vrai que nos parents étaient illettrés. On leur a fait des promesses. On a menti à nos parents. C'est-à-dire qu'on leur a dit on prend vos enfants pour un avenir meilleur. Ils vont partir, ils vont devenir médecins, avocats, et ils vont revenir tous les ans. Et nous sommes partis pour un aller simple. Vous pensiez revenir quand vous êtes parti, Jean-Charles ? Oui, je pensais, oui. Ouais. Moi, j'ai perdu ma mère en 1965, donc la DAS avait déjà tout préparé pour m'envoyer et vous ne l'avez jamais revu. France. Comment avez-vous été traités en France, comme des enfants adoptés dans des familles aimantes ou pas forcément, Jean-Charles ? Non, moi, je suis arrivé, j'étais traité comme un esclave. Je travaillais 7 jours sur 7 dans une ferme et battu tous les jours. Je passais pas une journée sans être battu pour n'importe quoi, suivant l'humeur de ce monsieur. Il y avait d'autres enfants dans la famille ? Oui, ils avaient 8 enfants, ces gens-là. Et vous étiez l'esclave ? J'étais l'esclave et je couchais dans le grenier et je mangeais tout seul dans la cuisine avec la bonne. Et mes besoins, je les faisais dans une cuvette que je vidais sur le tas de fumier. Et il n'y avait pas de retour de l'État ? Ils vous ont laissé auprès de ces familles et il n'y a plus eu de contrôle ? Il n'y a plus eu de contrôle. J'ai vu la DAS qu'une seule fois et le paysan m'a dit « Je dis que tu es bien ici, sinon tu sais comment que ça se passe. » Donc la solution pour ne pas se faire battre, je disais que j'étais bien. Et vous, Valérie Andasson, où vous trouviez-vous ? Moi, je me suis retrouvée dans une famille d'accueil maltraitée pendant 4 ans et après, j'ai été adoptée par une famille aimante. J'ai réussi, mais à quel prix ? J'aimerais quand même remercier l'association Alter Ego d'Isère, la MJC Nelson Mandela à Fontaine, Agopop à Villard-de-Lans et vous remercier aussi de nous recevoir parce que c'est important que l'on témoigne. Pourquoi c'est important de parler des enfants de la Creuse, de parler de vous encore aujourd'hui ? Il est important de parler de nous car il faut savoir que sur les 2015 enfants, beaucoup ne savent pas qu'ils font partie de ce dispositif. Et au travers de nos témoignages, ils peuvent se reconnaître. Il y a des enfants encore qui ne se sont pas manifestés auprès d'associations ou de vous ou... Vous ne les avez pas tous référencés pour l'instant ? Du tout, puisque en 2014, on a obtenu une résolution à l'Assemblée nationale. L'État français a reconnu sa faute morale. En 2016, nous avons obtenu une commission temporaire, la commission Vitale, qui a fait une étude sociologique et historique. Par la suite, nous avons quand même avancé, puisque le gouvernement a quand même proposé quelques préconisations, comme par exemple une commémoration à Orly. On va avoir un lieu de ressources et de mémoire à Guéret dans la Creuse, un lieu de mémoire à
à La Réunion. Mais nous, ce que nous voulons, c'est aller encore plus loin. Même si... C'est quoi aller plus loin? Emmanuel Macron, en 2017, a envoyé un courrier à toutes les associations en disant il y a faute de l'État. La faute morale est reconnue. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons les excuses publiques du gouvernement. Est-ce que vous demandez un dédommagement financier? Nous voulons mettre en place une commission nationale définitive qui intégrera le juridique, le psychologique, parce que je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'aide. Le traumatisme est présent chez nous. Et pour vos que l'on ait descendants réussi également ou pas. aussi. C'est une histoire transgénérationnelle. Il y a plusieurs victimes dans cette histoire. Jean-Charles Serdaigne, et vous également, Valérie Andanson, est-ce que vous êtes retourné à La Réunion? Oui, je suis retourné dernièrement, là, au mois de décembre, grâce à l'association, justement, et puis aux personnes qui sont derrière, comme Mme Erika Barège et ainsi de suite, qui ont fait le nécessaire pour qu'on voie quand même notre île. C'était la première fois que vous y retourniez? Non. Mais ça fait toujours plaisir de retrouver ses origines. Est-ce que vous parlez de vos origines? Est-ce que vous avez pu rencontrer des membres de votre famille aussi? Je les ai retrouvés en 2009. De 1966 jusqu'à 2009, on m'avait coupé carrément tous les ponts. Et je croyais que je n'avais plus personne à La Réunion. Et vous, de retrouver votre famille, ça devait être un moment très émouvant. Ça a été un choc, un très très gros choc. Valérie Andanson, si vous avez été adoptée ensuite par une famille plus aimante, peut-être que vous avez pu accomplir des démarches un peu plus facilement? Moi, dans ma quête personnelle, c'est vraiment retrouver ma véritable identité, parce qu'aujourd'hui, je vis avec une fausse identité. J'ai 2 actes de naissance, donc il y a eu falsification d'état civil. Et lorsque nous sommes partis en décembre, tous ensemble, pour nous réconcilier avec notre histoire, avec La Réunion, les Réunionnais, moi, j'ai retrouvé mon papa biologique au bout de 58 ans. Merci beaucoup à tous les deux. Votre histoire très poignante est à retrouver à l'occasion de 2 rencontres débats, mardi à Cessin et jeudi à Villard-de-Lans. Plus d'informations sur le site alteregoisère.fr. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.